après ce combat qui restera gravé dans les annales, il est temps de ne pas oublier que l'humeur est toujours un moment de libération de la parole, en l'occurrence sur ce plateau, auquel on tient. Et ce soir, l'humeur, alors elle risque d'être mauvaise, voire très mauvaise, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais elle nous vient de Lisa, qui a réfléchi depuis quelques temps déjà à des sujets qui transcendent visiblement les horizons aussi bien internes qu'internationaux, en raison de pathologies qui tiendraient à la folie, et à une folie dite réglementaire ici. Oui, rebonsoir à toutes et à tous et aux autres. Alors oui, ce soir, petit billet d'humeur, hors situation sanitaire, mais aussi un peu hors de moi. J'espère, garder mes nerfs. Billet de mauvaise humeur, donc. Oui, parce que voilà des mois que nous autres juristes sommes, accaparés, voire obsédés par les innombrables normes issues de l'état d'urgence, actuel. Alors, cependant, s'il faut rester attentif à la nouveauté, le devoir de la recherche est sans doute aussi de s'intéresser autant à ce qui reste un peu dans l'ombre qu'à ce qui brille. Et essayons donc ce soir de passer de l'état de papillon de nuit tout ébloui par une nouvelle lumière à l'état de taupe qui creuse un peu dans les points en essayant d'y voir plus clair. Donc ce soir, je vais vous entretenir de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'état d'urgence sanitaire, un décret de mai 2019 qui a fait l'objet d'une décision du Conseil d'État le 27 mars dernier. Alors le 27 mars, soit quelques jours après le confinement général, ce qui l'a fait passer très très largement, totalement inaperçu. Et c'est dommage parce que selon moi, cette décision représente l'une des décisions les plus graves que le Conseil d'État ait rendues ces derniers mois. Alors de quoi parle-t-on et de quoi va-t-on parler ce soir? De l'interconnexion de deux fichiers de données personnelles, mais pas n'importe quel fichier. D'une part, le fichier des personnes hospitalisées sans consentement en psychiatrie. Ce fichier, on l'appelle OpsiWeb. Et de l'autre, le fichier des personnes soupçonnées de radicalisation à caractère terroriste. Ce fichier au nom barbare, c'est le FSPRT. Alors comment marche cette interconnexion? Eh bien, c'est un nouveau système qui consiste à prévenir le préfet du lieu d'hospitalisation à chaque fois qu'une personne est hospitalisée sans son consentement en psychiatrie et que cette personne est par ailleurs fichée et signalée pour radicalisation au FSPRT. Cette interconnexion pose d'énormes problèmes pour trois raisons principales, selon moi. Alors en fait, elle pose problème pour beaucoup plus de raisons que cela, et si ça vous intéresse, je vous renvoie à une analyse plus approfondie qui paraîtra sous ma modeste plume dans quelques jours dans la lettre d'actualité de la revue des droits de l'homme, qui est une revue en ligne. Alors quels sont ces trois problèmes principaux? Tout d'abord, le fonctionnement de cette interconnexion. Ensuite, la pertinence de cette interconnexion. Et enfin, et sans doute le plus grave, la légèreté du contrôle opéré par le Conseil d'État qui va, malheureusement sans trop de surprise, valider cette interconnexion. Alors premièrement donc, le fonctionnement de cette interconnexion. Le fait d'informer la préfecture qu'une personne soupçonnée de radicalisation est hospitalisée sans consentement, on pourrait se dire qu'il s'agit un peu d'une information largement inutile. Parce qu'en fait, les préfectures sont déjà informées lors d'une hospitalisation sans consentement en psychiatrie. Et comme par ailleurs, les préfectures ont accès au fichier FSPRT, on aurait pu penser en fait, qu'on n'apprenait pas grand-chose aux préfets. Mais bon, quand même, interconnecter les fichiers, ça doit être autorisé par un texte, hein. On a déjà parlé de ce problème plus haut dans notre émission, quand on a parlé des drones. Donc disons que ce décret-là, de mai 2019, vient juste autoriser une interconnexion, dont on se dit que de toute façon, elle devait peut-être être faite informellement. Mais en réalité, ce décret cache une procédure extrêmement problématique qui va bien au-delà de la seule interconnexion. C'est la procédure qu'on appelle de levée de doute. Alors la procédure de levée de doute, c'est quoi? C'est une procédure par laquelle la préfecture, une fois informée d'une concordance entre les deux fichiers, peut contacter l'agence régionale de santé, l'ARS, pour avoir des informations dites complémentaires sur le patient. Alors officiellement, cette procédure de levée de doute, elle ne peut conduire qu'à vérifier l'identité de la personne fichée. En gros, même si malgré la concordance nom, prénom, date de naissance, on parle bien de la même personne. Alors là déjà, on tique un peu. Parce que si ce n'est pas suffisant comme information nom, prénom, date de naissance pour s'assurer qu'il s'agit bien de la même personne dans les deux fichiers, bah alors pourquoi on ne donne pas plus d'informations dès le départ? Le numéro de sécurité sociale de la personne, par exemple. Et bah parce que ça ne donnerait pas de prétexte à la préfecture pour appeler l'ARS. Ah bah oui, parce que toutes les informations qui vont être échangées à partir de là, elles le seront
par téléphone. C'est bien le téléphone, hein, ça laisse pas de traces. Et d'ailleurs, la CNIL n'était pas fan de cette solution quand on l'avait consultée et qu'on lui avait demandé son avis. Hein, l'avis qu'on a légèrement mis de côté de toute façon. Alors, rassurons-nous, hein, parce que la main sur le cœur, le gouvernement nous dit deux choses. Première chose, bah, bien sûr, la préfecture ne dira jamais pourquoi elle appelle l'ARS pour avoir des renseignements complémentaires sur un patient. Alors, c'est la seule procédure de ce genre qui existe, c'est la seule raison pour laquelle on aurait besoin de s'appeler mutuellement, mais jamais on ne révélera que cette personne est fichée pour soupçon de terrorisme, hein, promis. Deuxième promesse de nature à nous rassurer, quand on s'appellera, l'ARS ne donnera jamais d'informations personnelles sur le patient qui pourraient servir à accumuler des informations pour renforcer sa surveillance policière. On ne dira jamais qui sont les proches du patient, on ne donnera jamais leur numéro de téléphone, on ne dira jamais quand sont prévues les autorisations de sortie, et on ne dira jamais non plus qui est l'avocat de la personne. Jamais, c'est promis. Bah, à tel point qu'on se demande bien pourquoi, à force, on s'échange des informations, du coup, puisque c'est promis, jamais on se dira rien d'important. Bah, en voilà d'ailleurs une bonne question. Pourquoi est-ce que c'est utile d'interconnecter OpsiWeb et le FSP-RT? Et là, on rentre dans le deuxième gros problème de cette interconnexion. C'est qu'elle sert à rien. Alors oui, intuitivement, si on suit nos préjugés à la fois sur les patients psychiatriques et sur les islamistes radicaux, on a envie de penser que c'est une bonne idée de croiser ces deux fichiers. On a envie de penser que les patients psychiatriques sont nécessairement plus dangereux que la moyenne. Et à l'inverse, on a envie de croire que pour se faire exploser au milieu d'une salle de concert, il faut nécessairement avoir un sérieux problème psychiatrique. Elles sont confortables, ces croyances. Hein. Elles évacuent la dimension profondément politique de la radicalisation religieuse. Elles agglutinent ensemble celles et ceux qu'on ne comprend pas et qu'on ne veut pas comprendre parce qu'ils sont radicalement autres et différents. Les terroristes sont fous, les fous sont dangereux, donc surveiller les patients fous et radicalisés, bah, ça doit être une bonne idée. Et pourtant, ces croyances si faciles, en fait, elles sont fausses, tout simplement. Il n'est pas démontré que les personnes radicalisées ou les auteurs d'attentats sont plus atteints de troubles psychiatriques que la moyenne. À la limite, si quelque chose se dessine des études sur la question, c'est plutôt l'inverse. C'est perturbant un peu. Il n'est pas non plus démontré que les personnes atteintes de troubles psychiatriques sont plus violentes que les autres. En réalité, il est même plutôt démontré qu'elles sont plus victimes de violences qu'autrices de violences. En fait, ce sont nous qui violentons les fous, pas l'inverse. Bah alors une interconnexion qui sert à rien, dont la procédure pose plein de problèmes de secret médical, de sécurité des données et globalement de liberté publique, bah, ça ne peut pas passer devant le Conseil d'État. Et vous me voyez venir, si mon billet est intitulé de très mauvaise humeur, c'est parce que, en fait, à tout ça, le Conseil d'État, bah, il n'a rien trouvé à y redire. La procédure qui permet de s'échanger des informations personnelles par téléphone, réponse du Conseil d'État, bah, le gouvernement dit qu'elle existe, mais qu'elle n'est pas forcément prévue par le texte, donc bah, nous, bah, on ne contrôle que le texte, hein, donc bah, on ne se prononce pas là-dessus. La violation du secret médical, bah, ce n'est pas un problème pour le Conseil. Hein. Le préfet sait déjà quand une personne est hospitalisée son consentement, donc tant pis. L'ARS a décidé qu'elle ne transmettrait jamais d'autres informations, mais elle l'a promis. Hein. Et puis le fait que le préfet puisse renseigner cette information dans un fichier qui va ensuite être consultable par toute la DGSI, ah ben non, mais ça non plus, c'est pas vraiment formellement écrit dans le décret, donc en fait, on ne peut pas vraiment le contrôler, même si on sait que ça existe, donc bah, il n'y a pas de violation du secret médical. Et le fait que tout ça soit inutile au regard de la réalité et de la pathologie psychiatrique et de la radicalisation religieuse, bah ça va, nous dit le Conseil. Le gouvernement dit que c'est justifié. Alors là, si on était en train de corriger une copie d'étudiant, dans la marge, on écrirait source, point d'interrogation. Et puis même, on va plus loin, et là vraiment, je n'invente rien, c'est écrit dans les conclusions du rapporteur public. On a l'intuition qu'il y a un lien. L'intuition. On en est là dans la défense des libertés fondamentales. Alors, bah, espérons. Hein. Espérons que le gouvernement n'aura pas à l'avenir l'intuition que je sais pas moi, que les étrangers sont plus susceptibles que les autres d'être violents, que les pauvres sont plus susceptibles d'être fraudeurs que les autres, ou que les habitants des quartiers sensibles sont plus sûrement facteurs de maladies. Parce que manifestement, devant l'intuition des gouvernants, c'est pas le Conseil d'État qui les protégera, hein, les pauvres, les étrangers, les fous. Espérons. Mais moi aussi, j'ai une intuition. J'ai l'intuition qu'on y est déjà un peu dans ce monde-là. Pas vous? Lisa, je crois qu'il est grand temps de se réinventer là. Hein. Merci pour ces éléments
déchaînés, mais qui font évidemment réfléchir à la fois aux bienfaits prétendus de ce fichage massif auquel on assiste sous couvert de cloisonnement grâce à, ou à cause plutôt de l'interconnexion. Et puis évidemment à cette nécessité aussi de rappeler à l'ordre de la lucidité celles et ceux qui ont normalement en charge le contrôle de ces fichiers et de l'articulation qui doit être faite entre eux. Il ne reste plus qu'à les lire, les éléments qui portent sur ces différentes sources que toi, tu es allé chercher. Mais donc, si je comprends bien, on pourra les retrouver dans le papier que tu proposeras à la Revue des droits de l'homme sous peu.